On ne parle que de ça, libre comme elle, un hommage aux femmes qui changent la société, que vous avez choisi. Bonjour Audrey Pulvar, merci d'être ici au Figaro. Le sous-titre, Portrait de femme singulière. Êtes-vous une femme singulière ? Écoutez, je ne sais pas si je suis singulière, mais en tout cas, je crois que je ne suis pas conforme, ça c'est sûr. En quoi vous n'êtes pas conforme, Audrey ? Probablement pas conforme à l'idée que certains se font de moi, probablement pas conforme à la place que l'on voudrait m'assigner, et puis pas conforme à la société dans laquelle je suis, mais bon, c'est bien d'être un petit peu en marge. Je le disais, c'est des femmes qui font changer le monde. L'expression n'est pas galvaudée. Vous avez l'impression qu'à votre niveau, vous pouvez faire changer les choses. Non, mais vraiment, c'est pas sans... Voilà, sans être grandiloquent ou quoi que ce soit. Je vois exactement comment ça va être tronqué et repris, pas par vous, mais par d'autres après. Non, j'ai pas du tout, absolument pas la prétention ni de changer le monde, ni d'apporter ma pierre à l'édifice mondial. Ma question va être très naïve, mais vous le rappelez bien dans la préface du livre, on est en France, on est en 2014. Pour autant, et c'est le terme que vous utilisez, la femme reste souvent très subalterne par rapport aux hommes. Bon, on fait ce constat, c'est quand même incroyable et c'est aussi important qu'il y ait des livres comme ça pour le rappeler. Mais comment on pourrait essayer de l'analyser et de le comprendre ? Pourquoi il n'y a pas eu au final autant de progrès que ça ? Eh bien, parce qu'à un moment, on s'est dit que tout avait été fait. Et c'est ce qu'a beaucoup dit Simone de Beauvoir, qui au départ n'aimait pas trop les féministes, je le rappelle, parce que Simone de Beauvoir au départ voulait être considérée non pas comme une femme écrivaine à hauteur des hommes, elle voulait être une écrivaine, un écrivain, un être humain. Ouais, on a aussi tendance dans les médias à caricaturer ce terme de féministe. Bien sûr, mais moi je considère que c'est pas un gros mot, féministe, et que j'incite beaucoup les hommes à être féministes. D'ailleurs, ce livre s'adresse aussi beaucoup aux hommes, il ne s'adresse pas qu'aux femmes. Mais en plus, en France, il y a eu quelque chose d'assez particulier, c'est un pays qui est quand même en pointe dans toutes les luttes pour toutes les égalités. Et au moment de l'arrivée au pouvoir de la gauche, avec Mitterrand en 81, finalement, le combat féministe s'est étiolé. Pourquoi ? Parce que la plupart des associations féministes étaient de gauche, étaient soutenues par la gauche, soutenaient la gauche. Et au moment où la gauche arrive au pouvoir, finalement, c'est difficile d'être contre le pouvoir qu'on a soutenu et les gens qui sont les amis et tout ça. Et c'est très bien analysé par des tas de féministes, ce que je dis là, d'autres l'ont dit avant moi. Mais ça veut dire quoi ? Qu'on avait mis trop d'espoir finalement dans la gauche à ce moment-là ? Que la gauche a déçu ? Non, ça veut dire qu'on s'est assoupi. Ça veut dire qu'on s'est assoupi, on a considéré que, encore une fois, on a considéré que l'essentiel était fait et que donc ce qui était dit dans les textes et ce qui était acquis demeurerait acquis. Vous dites qu'on s'endort. Selon vous, il y a quand même eu des acquis, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, en 2014, même les acquis d'il y a 40 ans, je pense évidemment à l'IVG, j'entendais Agnès Varda sur Inter il y a quelques jours qui disait attention, parce que même l'IVG peut être mis en cause du jour au lendemain, même en France, bien sûr, même aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est pour ça que je persiste à dire que quand on n'avance pas, quand on laisse tomber le combat en se disant on a des acquis, c'est bon. Premièrement, on a tort parce qu'il y a toujours d'autres combats à mener. Et deuxièmement, les acquis, encore une fois, ils sont remis en cause en permanence. Le conservatisme de la société est un mouvement puissant, c'est un mouvement de fond qui connaît des résurgences, qui redescend, qui remonte. Donc, qui est toujours à l'œuvre, et donc à nous, les femmes, de continuer, les femmes et les hommes, de continuer à défendre nos droits, de continuer à défendre l'égalité, parce que c'est une question qui ne concerne pas que les femmes, c'est une question qui concerne les femmes et les hommes, les hétérosexuels et les homosexuels, les femmes et les hommes de toutes couleurs et de toutes origines, pour construire une société différente. Là, vous diriez qu'on est plutôt dans une phase de conservatisme, d'un point de vue sociétal. Complètement. Il y a, encore une fois, je ne suis pas la seule à le dire, il y a un retour du conservatisme à tous les niveaux, pas seulement sur les questions politiques, pas seulement sur les questions de repli sur soi. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est que aujourd'hui en France, ceux qui défendent le progressisme s'expriment peu. Ils considèrent que, de toute façon, encore une fois, il y a des acquis, et puis que finalement, de toute façon, ça ne changera pas. Ils sont optimistes, donc ils se mobilisent peu. Mais les conservateurs, eux, se mobilisent. Eux sont très à l'attaque. Et je dis, ne nous endormons pas. C'est pas aussi un peu notre faute aux médias, c'est toujours plus vendeur.
d'avoir un personnage un peu caricatural. On voit Éric Zemmour... Mais dans un sens ou dans l'autre, Oui, hein, oui, ceci mais dit, par hein. exemple, on voit Éric Zemmour partout parce que aussi c'est un bon client de télé. C'est aussi difficile quand on est dans les médias, on a l'impression, peut-être par facilité d'ailleurs, mais d'aller imposer des gens qui vont avoir un discours plus progressiste. Alors, moi, de toute façon, c'est une coproduction. De toute façon, les médias, et j'en fais partie, nous sommes en partie responsables de ce qui se passe. Évidemment, on est censé justement dire la société telle qu'elle est, mais dire aussi l'avant-garde de la société, dire comment elle est ailleurs dans le monde. Et or, parfois, par facilité, par envie de faire de l'audience, on ne fait peut-être pas le travail jusqu'au bout. Donc, évidemment qu'on est en partie responsable, mais je crois que le principal, le nœud du problème pour ce qui concerne la responsabilité des médias, c'est qu'il ne faut jamais oublier, en tout cas moi j'ai toujours ça à cœur et depuis que j'ai commencé ce métier, et je n'ai jamais été démentie pour l'instant, il faut toujours avoir à l'esprit que nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos lecteurs sont des gens intelligents. Ce ne sont pas des veaux, la France n'est pas des veaux comme disait le général de Gaulle. Ce sont des gens intelligents et qui nous savent toujours gré de nous adresser plutôt à leur cerveau qu'à leur tripes. Donc c'est plus facile de s'adresser à leur tripes, ça va plus vite, ça fait plus d'audience, on joue sur l'émotion. Mais je vous assure, moi j'en ai fait l'expérience des dizaines de fois dans mon métier, quand vous parlez aux gens en vous adressant à eux comme à des gens intelligents et que vous faites appel justement à leur intelligence, à leur libre arbitre, à leur capacité d'analyse, ils vous en savent toujours gré. Vous parliez du combat des femmes et ô combien c'est important de ne pas baisser la garde aujourd'hui. Vous dites dans la préface qu'une femme libre est souvent une femme seule. C'est un prix très lourd à payer. Vous avez le sentiment typiquement de devoir le payer parfois ? Oui, mais bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que il s'agit pas. Enfin, moi, je suis pas là pour dire aux femmes, voilà comment il faut faire. C'est pas du tout ça. C'est une question de choix individuel. C'est vrai que qu'on soit un homme ou une femme, d'ailleurs, il y a toujours quand même une distance entre ce qu'on fait de sa vie et ce qu'on aurait aimé en faire. Alors, c'est pas seulement les rêves auxquels on renonce, évidemment, parce que la vie n'est pas toujours comme on le souhaiterait, mais c'est aussi l'espace de liberté qu'on se crée par rapport aux contraintes sociétales, familiales, professionnelles, etc. Et les responsabilités qu'on a forcément. Donc, c'est arriver à se ménager un espace de liberté et se poser la question, pas à the end of the day, comme disent les Américains, mais peut-être à mi-parcours, où j'en suis. Est-ce que ma vie aujourd'hui, c'est celle dont je rêvais, c'est celle que j'aurais voulu avoir ou c'est celle que je me suis ménagée par rapport à toutes les contraintes qu'il y avait et qui finalement fait que j'ai mis mon destin dans les mains des autres. Moi, je ne reproche à personne de choisir la première solution qui est quand même plus paisible, de composer avec les contraintes, avec les obligations, avec les responsabilités qu'on peut avoir. Personnellement, j'ai fait l'autre choix qui est plus difficile, qui est plus contraint, qui est celui des femmes qui sont dans ce livre, qui est le choix de payer le coût de la liberté, et encore une fois en considérant qu'elle n'a pas de prix. Et payer le coût en vous obligeant à des renoncements. Je parle évidemment de votre couple avec Arnaud Montebourg. Quand on vous éjecte de l'antenne, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire vos choix de vie et que forcément, ça vous revient en boomerang, quoi. Absolument. Non, mais évidemment, il y a un prix à payer. C'est pour ça que quand vous me disiez tout à l'heure, s'il y en avait une à retenir, ce serait laquelle? Je vous ai dit spontanément, en ayant un peu de mal, mais Doris Lessing, parce que justement, elle est allée au bout de cette quête de liberté en faisant le sacrifice selon moi le plus important, c'est pas le choix de Sophie, mais presque, en décidant d'abandonner les enfants de son premier mariage, qu'elle a retrouvé par la suite. Mais pour se libérer, il fallait qu'elle fasse ça. Toute sa vie a été un long chemin de solitude, même si elle a eu une vie sentimentale très riche, plein d'amis, des élèves, enfin, elle a eu plein de gens, mais sa vie a été un long chemin de solitude. Et sa conclusion, qui est aussi un peu celle de Simone de Beauvoir à la fin de sa vie, c'est que il y a un coût pour cette liberté et que forcément il y a des deuils, il y a des morts entre guillemets sur la route, il y a des renoncements majeurs. Donc soit on choisit la voie de la liberté en se disant je ne pourrai pas tout avoir, je ne pourrai pas tout réussir et il y aura des renoncements importants et au bout il y a probablement la solitude. Soit on choisit, et encore une fois, je ne porte aucun jugement,
Vous avez choisi la paisibilité. Moi, j'ai choisi, je dis pas la paix, mais je dis bien la non, mais paisibilité. quitte à devoir Et moi, j'ai faire des choisi la voie la renoncements plus comme ça, difficile. incroyable. Ouais. Enfin, incroyable, c'est un jugement de Oui, valeur pour le coup. Mais, important en tout cas. c'est-à-dire que demain. C'est le chemin le plus difficile. Enfin voilà, demain ça veut dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un et vous dire bah non, en fait, ça va avoir trop d'impact sur ce que je suis et sur ce que je veux défendre, donc je fais une croix là-dessus. Absolument. Et on peut être heureux. Oh, alors là, je vous renvoie à. Parce que c'est ça mais aussi. d'ailleurs, Non, mais il n'y a pas que le combat. C'est une bonne question parce que justement, ça va être le thème sur lequel je vais, bien sûr, ça va être le thème sur lequel je vais, dont je vais parler, à Pau la semaine prochaine, le thème du bonheur. Je vous renvoie à la citation de l'avant-propos de mon livre, la citation de Janet Winterson qui dit finalement, la quête du bonheur est bien supérieure au fait d'être heureux, qui selon elle est un état passager et assez bovin, dit-elle. Je trouve ça assez drôle et pas forcément injuste d'ailleurs. Elle dit mais la quête du bonheur est bien supérieure parce que c'est une quête permanente et qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de résultat. Donc je vous réponds à votre question, est-ce qu'on est heureux ? Je suis en quête du bonheur, comme beaucoup de gens sur Terre, et l'avantage de la quête du bonheur, c'est qu'elle n'est pas soumise à résultat, donc elle peut durer très longtemps. Mais ça passera pas forcément par votre envie purement personnelle, c'est ça qu'on comprend en fait. Si, mais l'envie purement personnelle, c'est d'accomplir un destin de femme libre. Même si rien n'est facile, sinon ça serait trop simple. S'il y avait une solution idéale dans laquelle tout allait bien. Forcément, dans la vie, on fait des choix. Forcément, on est toujours confronté à 2, 3, 4 chemins. Moi, j'ai pour habitude, et ça c'est ce que ma mère m'a appris depuis toute petite, ce qu'elle m'a inculqué, elle m'a toujours dit, quand tu as 2 chemins devant toi, tu choisis toujours le plus compliqué. Donc c'est ce que je fais. C'est compatible avec la liberté? Souvent, dites-vous que vous êtes libre. Ben oui, justement, c'est la recherche de liberté qui fait qu'on choisit ce chemin le plus difficile. C'est plus facile d'être sujet, d'être assujetti. C'est plus facile, c'est plus confortable. Moi, j'aime bien les ronces. Je vois ça. On s'arrêtera sur ce thème-là. Il y a aussi ce livre, Libre comme elle. Merci beaucoup, Audrey Pulvar, d'être venue au Figaro. Merci à vous.